Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Patrimoniales de Verfeil, tous les jeudis 15 heures, comme vous le savez maintenant. Et je le répète pour ceux qui nous rejoignent. Donc tous les jeudis 15 heures, une courte vidéo sur un épisode de l'histoire du pays verfeillois, son patrimoine, ses monuments, ses personnages historiques, etc. Nous sommes sur l'épisode 30 cette semaine, consacré au quatrième volet de la Révolution verfeilloise, que j'ai intitulé donc les terreurs, la terreur. Ainsi, nous sommes donc à l'époque post-révolutionnaire, après 1789. Verfeil, comme beaucoup de communes françaises, connaît pas mal de changements administratifs, politiques, sociaux et d'autres. Citons par exemple la réorganisation administrative. Verfeil devient officiellement une commune dans le nouveau système administratif créé en 1790, avec notamment la création des départements. Verfeil est donc, à partir de 1790, intégré au département de la Haute-Garonne, nouvellement formé, et qui fait partie alors du district de Toulouse. Les anciennes structures féodales et seigneuriales disparaissent. Au niveau de la religion, les biens de l'Église sont nationalisés, les institutions religieuses locales perdent leurs privilèges, et l'organisation paroissiale est modifiée, notamment avec la constitution civile du clergé de 1790. Au niveau de la vie politique locale, on l'avait vu dans les épisodes précédents, il y a la mise en place d'un conseil municipal élu, la participation également aux événements révolutionnaires comme les fêtes civiques. Peu à peu, les noms de rues changent. Au niveau agricole, donc, il y a un développement des céréales et de l'élevage. Et on peut dire que Verfeil reste une petite commune rurale du Lauragais, marquée notamment par l'économie agricole. Pendant la Terreur, donc quelques années après la Révolution française, 1793-1794, Verfeil, comme la majorité des petites communes rurales du sud-ouest, n'a pas été un centre majeur de répression, fort heureusement, mais a tout de même subi les effets du climat révolutionnaire radical, on peut dire. Au niveau du contexte général, j'aime bien le rappeler, le contexte historique, la terreur est dirigée à l'échelle nationale par le comité de salut public, avec des figures comme notamment Maximilien Robespierre. Dans les départements, la surveillance est confiée aux districts, aux municipalités et aux sociétés populaires. À Verfeil, différentes mesures ont été appliquées donc, au cours des années 1793 à 1794. Il y a bien entendu l'application de la loi des suspects, qui est mise en place à partir de 1793. Donc toutes les personnes suspectées de ne pas adhérer aux idées révolutionnaires et républicaines, donc notamment, on va dire, les personnes qui sont favorables à un retour de la monarchie, sont menacées donc par cette fameuse loi des suspects, donc sont suspectés de ne pas adhérer aux idées révolutionnaires qui vont déboucher sur la République. Les anciens nobles sont contrôlés, les prêtres réfractaires ou opposants à la Révolution également, et est mise en place l'obligation de certificat de civisme. Il y a la pression sur les prêtres réfractaires, donc ils refusent la constitution civile du clergé. Verfeil connaît sans aucun doute des réquisitions de grains et de bétail pour soutenir l'armée révolutionnaire. Et il y a un effort qui est demandé à Verfeil, comme dans toutes les communes et toutes les villes, un effort donc, pour participer aux guerres contre les puissances européennes. Évidemment, c'est à Toulouse qu'il y a eu davantage d'agitation politique et de surveillance active. Notons néanmoins que Toulouse n'a pas été un centre majeur de répression, contrairement à d'autres régions qui ont connu des violences extrêmes, citons Lyon par exemple, ou encore Nantes. À cette époque à Verfeil, revenons sur un événement tragique, dramatique, qui
symbolise, on va dire, le passage de la terreur à Verfeil au cours des années post-révolutionnaires. Cet événement concerne Dorothée de Riquet, ou Dorothée Riquet, qui est la petite fille du concepteur du canal du Midi, Pierre-Paul Riquet. Dorothée Riquet est veuve de l'avocat général de Malaret de Fontbozard, et elle se remarie avec Jean-Louis Emmanuel Augustin de Cambon, qui est un éminent magistrat et qui va devenir premier président du Parlement de Toulouse, c'est-à-dire de l'époque moderne. Ainsi, son second mari, donc le fameux Jean-Louis Emmanuel Augustin de Cambon, est suspecté, de même que des membres du Parlement de Toulouse. Il doit prendre la fuite et il est recherché donc activement dans toute la région et dans tout le pays. Caché à Paris, il s'échappe de sa retraite, juste à temps avant que les valets de Fouquier de Tinville ne le rattrapent. Et donc les valets, on va dire les personnes à la solde du sombre Fouquier Tinville, ne trouvent dans la maison que sa femme, donc Dorothée Riquet, et également leur fille, âgée alors de 16 ans. Dorothée Riquet refuse de donner la moindre indication sur la fuite de son mari et ne donne aucun indice sur la cache de son mari. Ainsi, son mari n'est pas retrouvé, n'est pas arrêté et donc n'est pas mis à mort, puisque c'est ce que risquait donc son mari. Elle est arrêtée, puisqu'elle ne donne pas d'indice, elle est arrêtée, ainsi que sa fille. Elle est accusée de comploter donc, dans sa prison de la Conciergerie à Paris. Et elle est condamnée à mort et exécutée le 8 Thermidor de l'année 1794. Le 8 Thermidor de l'année 1794 correspond à la date de notre calendrier du 26 juillet 1794. La veille même de la mort de Robespierre. Ce qui veut sans doute dire qu'un jour de plus et elle aurait été sauvée. Nous reviendrons sur le passage de la terreur sur la région verfeilloise dans un prochain épisode, donc la semaine prochaine dans l'épisode 31 des patrimoniales de Verfeil. En attendant, bien entendu, je vous remercie de me suivre chaque semaine et je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine. Merci, très bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.